Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Eh bien, on lui a parlé au cours des 2 derniers jours parce qu'elle était au Vatican, elle était à Rome. Alice Fournier, journaliste chez Cube et aux 24 heures. Bonjour Alice. Salut Mario. Et je suis bien curieux de voir, est-ce que tu étais positionné pour voir la fumée blanche dès son apparition? Dès son apparition, moi j'étais un petit peu derrière l'obélisque de la place Saint-Pierre, puis ça a été assez rapide parce que le premier scrutin a commencé à 16h30. La fumée est apparue à 18h, puis là ça a été l'effervescence sur la place. On voyait très bien avec la chapelle Sixtine, c'était vraiment incroyable. Ouais. T'as senti, on l'a vu à la télé sur plusieurs images, mais tu l'as senti, la convergence de la foule, là, les gens de tout Rome qui se rendaient sur la place Saint-Pierre? Ça a été instantané parce Bon, je pense qu'on va, on va rétablir la communication. On va la faire tout simplement par téléphone. Pendant ce temps-là, je suis avec Alain Pronkin, spécialiste des religions. Bonjour Alain. Bonjour Mario. Ouais, parce que pour Rome, pour la ville de Rome, l'élection d'un pape, c'est pas un petit événement. C'est leur évêque. En partant, on oublie toujours ça. Il est d'abord évêque de Rome. Et Rome, c'est quand même. Mais il n'y a pas été l'engouement quand un nouvel évêque est nommé à Sherbrooke ou à Montréal. Il y en a un petit, mais jamais comparable à Rome. Parce que Rome, on oublie toujours que c'est que celui qui devient l'évêque de Rome devient le pape et représente 1 milliard de catholiques. C'est qu'on a oublié ce côté-là. Et oublie pas, c'est le jubilé en plus. Oui, cette année. On retourne à Alice. Oui, donc Alice, tu l'as senti, le mouvement de foule? Oui, c'était vraiment impressionnant parce qu'il s'est écoulé comme 50 minutes entre la fumée blanche puis le moment où le pape est arrivé sur le balcon. Et dans ces 50 minutes, j'avais de l'espace pour mes 2 jambes à peu près. Puis 50 minutes plus tard, je pouvais même pas mettre les bras le long de mon corps. C'est assez serré, hein? Oui, c'est ça. Ils disent même à un certain point, la police arrête des gens d'entrer parce que ça pourrait être dangereux pour la sécurité publique, là. Oui, puis il y a des gens qui ont fait des petits malaises avec la chaleur aussi. Le soleil qui se couche sur nous, c'était très beau, mais c'était assez intense. Ouais. T'as vu, parce qu'on a vu sur les images, même des enfants, des jeunes, des gens pleurer. Tu l'as senti, ça, ce niveau d'émotion? Oui, énormément. Puis j'ai essayé de le capturer aussi en photo. C'était vraiment émouvant. Je me suis tournée, puis à côté de moi, il y avait une jeune maman qui pleurait, puis sa fille essayait de tirer son t-shirt et lui demandait « Maman, pourquoi tu pleures ?» Puis elle était juste émue, les yeux rivés vers le balcon du pape. Les gens qui pleuraient, qui riaient aussi beaucoup, qui s'embrassaient. Des groupes qui sont venus de plusieurs pays, notamment d'Amérique latine, qui entre eux faisaient la fête. C'était vraiment impressionnant. Je comprends qu'il y avait un certain niveau de surprise aussi. Là. Peu de gens l'avaient vu venir, un Américain qui devient pape. Oui, tout à fait. On s'attendait plutôt à un pape peut-être sud-américain ou un retour à un pape peut-être en Europe. Puis là, quand ça a été l'annonce, tout le monde a été surpris, mais finalement, comme ça reste une figure emblématique, puis tout le monde se dit que le vote des cardinaux était quand même éclairé, donc la foule a accepté la décision, puis a vraiment réagi avec ferveur au premier discours du pape. Ouais, et à son apparition, notamment sur le balcon, on a senti une montée d'émotion là, dès qu'on a vu l'image, dès qu'on a vu son apparition. Puis oui, puis ça a atteint vraiment son apothéose au moment où il a fait des grands signes de main pour saluer la foule. Tout le monde est devenu fou après son discours. Tout le monde essayait de le saluer comme si c'était une interaction personnelle entre chaque personne présente, puis le pape en lui-même qui saluait la foule. Tout le monde a reçu la bénédiction, puis a sauté de joie. C'était un moment vraiment rassembleur. Eh bien, Alice, merci, un gros merci d'avoir suivi ça sur place pour nous, de nous avoir parlé chaque matin cette semaine. Et merci pour tes photos Mario. Aussi, pour les gens qui nous regardent à la télé sur le câble. Au revoir. Oui, donc toujours avec Alain Pronkin. Donc, parlons-en du symbole. Pourquoi ce cardinal a été choisi selon toi? La première chose, il faut que je dise, il n'y a personne qui le voyait aussi, pape, parce que ce qu'on appelle t'as une hiérarchie des cardinaux. Évêque, prêtre, diacre. Diacre, c'est les derniers en bas. Et il était cardinal diacre. C'est jamais arrivé dans les 150 dernières années. Oui, dans les 150 dernières années, c'est jamais arrivé qu'un cardinal diacre, la dernière catégorie des cardinaux, devienne pape. En général, toujours des cardinaux évêques. Puis pour devenir cardinal prêtre, il faut que tu sois 10 ans cardinal diacre. Mais ça, c'est de la théorie. Mais personne ne veut venir parce qu'il était américain. Il a été nommé, ça fait à peu près 18 mois, donc c'est vraiment récent. Oui, mais il était à au dicaster des évêques. Donc, c'est lui qui succédait
au cardinal Ouellet qui nommait les évêques partout sur la planète. Donc, il y avait un bon mentor. Donc, il est récemment arrivé, mais il est arrivé tout de suite à un très haut poste, d'une certaine façon. Avec un grand mentor, qui est le cardinal Ouellet. On l'oublie, ça. Écoute, même le pape François a dit qu'il était dans les papables quand j'ai été élu. On l'oublie, le cardinal Ouellet, c'est une figure importante. Il y a probablement eu une influence importante sur ce cardinal et sur ses chances de devenir pape. Et en plus, le cardinal Lacroix, qui est de Québec, il connaît évidemment le cardinal Ouellet. Il a été en Amérique du Sud, donc il connaissait les cardinaux d'Amérique du Sud. Donc, il y avait déjà un réseau tissé. Et il a dû faire, comme le pape François l'a dit, un discours exceptionnel. Parce que ça prend un discours exceptionnel d'une congrégation générale pour que les gens se retournent et disent c'est notre gars, parce que le pape François l'avait dit, il dit, j'ai fait un discours et tout le monde est venu me voir après. Donc, il y a un charisme, il y a quelque chose qui se développe dans ces discours-là. Nous, les simples observateurs, on va commencer à le voir lundi, première conférence de presse. Là, ça va tout être les questions, les finances. Là. Ouais, mais on le décrit comme à la fois un homme très simple et charismatique, mais très intelligent aussi. Oui. D'abord, c'est un mathématicien au départ. Oui, et il n'a pas choisi son nom au hasard. Quand tu as pris Léon, c'est vraiment celui qui a commencé à dire que ça nous prend une pastorale sociale. Il a rejeté le capitalisme sauvage, il a rejeté le communisme. Là, on parle de Léon parce que c'était le début de l'industrie. Ça, c'est Léon XIII. Léon XIII. Il a connu le début de l'industrialisation. Il dit qu'il faut s'occuper des travailleurs. Et quand Léon XIII fait ça, il y a déjà 80. Donc, les papes, et c'est une position personnelle, peuvent évoluer dès qu'ils sont nommés papes parce que là, ils ne sont plus responsables d'un petit diocèse. Ils sont responsables de la planète. Avec tous les problèmes occasionnés par la planète. Le racisme, est-ce qu'il y en a dans l'Église? Sûrement. Le sexisme. Écoute, est-ce qu'il va dire, oui, je continue avec les femmes? Qu'est-ce qu'on fait du dossier des femmes diaconesses? Les finances. Mais lui, ses propos passés, parce que j'ai vu que dans les côtés très, très conservateurs de l'Église, il y en a déjà qui s'inquiétaient, qui lui avaient montré beaucoup d'ouverture aux femmes. Donc, ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Là. Et c'est que l'Église américaine est divisée en deux. Des clans de cardinaux. Il y en a qui sont pro-LGBT, tu sais, il faut bénir les personnes homosexuelles. C'est son cas. C'est son cas. Et d'autres qui disent non, pas du tout. Parce que si Trump avait... bon, c'est un Américain. Oui. Là, les gens font le lien avec Trump, évidemment, mais si Trump avait choisi son pape, là, il aurait pris Dolan. Il aurait pris Dolan. Le cardinal de New York. Ou Burke, ça aurait été pire. Mais il aurait pris Dolan, c'était son choix. Mais l'époque où les premiers ministres ou les rois pouvaient faire un droit de veto sur les cardinaux, c'était aboli depuis 1920. Mais en fait, la question que je me pose, est-ce que c'est pas un peu le contraire qui est arrivé? C'est-à-dire que non seulement on n'a pas voulu prendre le choix de Trump, mais on a voulu prendre quelqu'un dans son pays, qui vient du pays de Trump, qui représente une espèce de menace sur la planète au complet, mais qui va y faire contrepoids. Oui. Et lui, il l'a annoncé direct au moment de sa bénédiction. On va construire des ponts. Et après ça, il rajoute, il faut la paix dans le monde. Il faut se désarmer. Le désarmement est important. Et désarmer avec tous les jeux de mots qui vont avec, mais il veut construire des ponts, lui. Et quelle était l'expression de François? Il faut construire des ponts. Et la migration, ça va être des grandes questions. Les gens qui souhaitaient, parce que je vois toutes sortes de commentaires, mais les gens qui souhaitaient une continuité avec François, on dit de lui, il est dans la continuité de pensée de François. Mais moins, le pape François avait l'air gentil, mais ça a l'air qu'il était cassant. C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup de patience avec ceux qui pensaient pas comme lui. Ouais, semble-t-il que lui est plus de finesse, de diplomatie, de doigté. Ouais, le pape François le reconnaissait lui-même. Il dit souvent, je suis beaucoup trop prompt et beaucoup trop sec. Il le reconnaissait. Après moi, lui, quand il allait voir son confesseur, il se confessait de ça. Écoute, François le disait. Mais le nouveau, peut-être que lui va être plus... OK, on va dialoguer dans la continuité. Dans la continuité. Mais c'est certain qu'il est dans la continuité au niveau des idées, mais il va du côté traditionnel parce qu'il a reporté les tenues traditionnelles d'un pape quand il a été élu. Contrairement à François qui est arrivé tout simplement en soutane blanche, lui est arrivé avec les tenues d'apparat d'un pape. Donc, les conservateurs aiment ça. Ils disent, on a un on va revenir à des vraies tenues pour un pape.
On a retenu du pape François qui avait de l'humour. Évidemment, c'est pas seulement ce que le grand public voyait tous les jours, là, mais qui avait de l'humour. Est-ce que celui-ci a la même réputation ou on ne sait pas encore? On ne le sait pas encore, mais on va le voir à l'usage. On commence lundi avec une... Aujourd'hui, il a fait sa première messe à Chapelle Sixtine, juste avec les cardinaux. Puis là, il va avoir évidemment la grande messe de dimanche où il va faire son Angélus. Son Angélus, on va peut-être voir un petit peu, mais surtout la conférence de presse lundi. Et après ça, il va avoir des rencontres avec Trump. Et là, on va voir les expressions faciales de tous. Ça va être à surveiller. Alain Pronkin, merci beaucoup.